Thierry, tu as à nouveau la parole. Taxe locale sur la publicité extérieure, TLPE, vous connaissez. La datation des tarifs 2020. Pour mémoire, la taxe locale de la publicité extérieure est une taxe incitant à limiter la pollution visuelle due aux publicités et enseignes marquant le paysage. En effet, toutes les publicités sont subies d'une taxe, mais les enseignes le sont seulement lorsque leur surface dépasse seulement 7 mètres carrés. Ainsi, tout commerce ou entreprise dont la surface d'enseigne est inférieure à 7 mètres carrés n'est pas redevable de cette taxe. Suite à différents événements et aux différentes ordonnances qui ont été promulguées dans le cadre du Covid en date du 23 mars 2020, le gouvernement a souhaité répondre à la demande des entreprises en difficulté et a souhaité alléger le montant de la TLPE pour ces entreprises. Ainsi, l'ordonnance numéro 2020 du 22 avril 2020 portant mesures face à l'épidémie prévoit la possibilité d'un aménagement facultatif de la TLPE due au titre de l'année 2020. Les communes qui avaient instauré cette TLPE avaient la possibilité, via une délibération faite avant le 1er septembre 2020, d'adopter un abattement compris entre 10 et 100%. Compte tenu de la période de fermeture au public des commerces, 3 mois environ, avec des variations en fonction de leur nature, il est proposé d'approuver un abattement de 25% des montants de TLPE dus par les entreprises au titre de cette année 2020. Remarque, des questions? On ne va pas à 100% pour une raison toute simple, c'est que tous les petits commerces qui ont moins de 7 mètres carrés, de toute façon, ils n'en payent pas. Donc là, on est sur des enseignes qui sont au-delà de 7 mètres carrés, et on peut estimer que ceux qui ont de la publicité très importante, même si ce n'est pas toujours le cas, ils ne bénéficient qu'une diminution, enfin, qu'une diminution. 25%, c'est quand même un quart, donc ça correspond effectivement aux 3 mois pendant lesquels il y a eu une grosse perte d'activité, et on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Je tiens à souligner aussi qu'on n'avait pas le droit de toucher à la TLPE de 2019. On ne pouvait toucher qu'à la TLPE de 2020 et éventuellement de 2021. Plus tard, on verra si on fait quelque chose sur la TLPE de 2021. C'est complété. Pour la TLPE de 2021, on fera une délibération environ du mois de septembre-octobre. On se doit de la faire avant la date fatidique du 31 octobre. Une précision. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est encore pour toi, Thierry. Renouvellement de convention de pré-usage de prêt entre City et la commune. C'est le parc de stationnement qui se situe en angle de la rue Mauvec et des Martinets. Il y a eu une convention qui a été approuvée en date du 14 septembre 2017 entre la Fondation Saint-Martin qui avait mis à disposition à titre gratuit ce terrain, cadastré BS2. Cette surface d'environ 1500 m² est utilisée par la fondation et était greffée par un emplacement réservé numéro 31 et destinée à la réalisation d'équipements administratifs, socioculturels et stationnement. Dès lors, prévu dans la délibération de 2017, un parc de stationnement automobile a été réalisé à destination des employés du service administratif. À cet usage, une convention de prêt à usage gratuit entre la Fondation Saint-Martin et la commune de Vernet-Touche avait été rédigée afin de régler les rapports juridiques entre les deux institutions. Cette convention avait comme échéance le 31 août 2020 et le terrain ayant été cédé à la Fondation Saint-Martin, à la société Green City, pour y réaliser des aménagements de construction selon le PA 031 424 délivré le 14/5/2019. La démolition, etc., on l'a vu en commission. Il est bon de noter que l'emplacement réservé a été diminué par la 5e modification du PLU approuvée le 18 avril, qui fait que de cet emplacement réservé qui était de 11 904, on est passé à 2 900 m². Et donc ce projet d'aménagement de Green City exclut donc cette entreprise. Il convient de régir par une nouvelle convention de mise à disposition assignée à Green City, qui est joint justement dans les délibérations, la mise à disposition à titre gratuit de ce terrain à partir du 1er septembre 2020 et pour une durée de 3 ans, et donc d'autoriser M. le maire à les signer. Compte tenu de l'emplacement réservé et bénéficie la commune, le terrain pourra par la suite faire l'objet d'une cession
Mais sachant que le chantier va durer environ 3 ans, on pourra en reparler un peu plus tard. Des questions? Voilà, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Une information, donc pas de vote après pour le prochain point. Est-ce que vous voulez que je vous relise la date d'information concernant les critères d'attribution d'un bien immobilier communal? Il faut savoir que dans le cadre de la commission urbaine, il y a eu des observations faites par l'opposition aux différents critères qui avaient été proposés. Comme vous voyez dans la délibération, on a pris en compte dans la date d'information ce que vous nous aviez demandé. Et donc maintenant, on souhaite mettre, ça c'est mettre en vente les biens communaux qui se situent rue du Fer à Cheval. Ces deux biens bâtis qui sont cadastrés AV 210 et 233, ces deux maisons anciennes, du domaine privé communal qui étaient utilisées auparavant par les associations. On a donc demandé, comme on le fait légalement au domaine, où signifier le prix de ces deux biens. Le premier bien, la bâtisse, qui est d'une superficie de 81 mètres carrés, mais donc simplement 35 mètres carrés habitables, le domaine nous a donné le prix de 50 000 € net. Et la deuxième, qui fait une superficie de 178 mètres carrés habitable, sera au prix de 200 000 € net. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient intéressées par l'achat de ces biens. Donc on se propose de mettre en place un cahier des charges et de nous permettre, pour que ce soit tout équitable, de proposer le principe de sélection d'acquéreurs sur la base d'offres étudiées par la commission d'urbanisme, qui se réunira pour statuer sur une fois les offres reçues sur la base d'un calendrier défini dans le cahier des charges. Est-ce que vous avez tout compris ou est-ce que je vous explique un petit peu tout ça? C'est un petit peu brouillon, je le reconnais. Il y a eu la commission, la commission, mais pour ceux qui n'étaient pas là, s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Donc, je vais vous voir. Ah oui. Vous remettre un micro, hein, parce que juste, alors j'étais pas à la commission, j'aurais peut-être dû me renseigner, mais première question, pourquoi est-ce que la mairie vend ces bâtiments, d'une part, et d'autre part, je vois qu'on peut autoriser les futurs propriétaires à démolir. Je trouve que dans cette rue qui est vraiment en hyper centre-ville, à proximité de l'église, je trouve qu'il serait peut-être dommage de démolir des maisons anciennes. Il faudrait peut-être privilégier une rénovation pour ne pas défigurer le centre-ville ancien. Non, mais c'est dans le projet d'accord, on oui. doit de mettre tout les possibilités qui sont prêtes. Je sais bien, j'ai bien lu le texte précédent, oui. C'est juste une remarque, je veux dire, quand vous aurez affaire à des acquéreurs, ils vont avoir cette possibilité, ils vont voir le texte qu'on a voté et la possibilité d'habiter, de louer, de réhabiliter, de démolir. Et voilà, non, c'est... Non, je comprends très bien votre remarque, c'est ce qu'on a vu en commission, et puis il y aura une autre commission additionnelle pour la des charges qui verra les offres qui sont émises par les acquéreurs, et on choisira en conséquence. Si on voit, je ne veux pas être isolé, mais si jamais quelqu'un nous propose une démolition, qu'à côté quelqu'un peut faire une rénovation, vous doutez bien qu'on ne fera pas, on posera le pour et le contre. Justement, je pose la question en fait. J'anticipe et voilà, pour dire que moi je préférerais que ça ne soit pas démoli. Voilà. Ça dépend des maisons. Parce qu'il y en a une des deux, je pense qu'il vaudrait mieux la démolir. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, il y a la possibilité de démolir ou de rénover. Mais si vous démolissez, si vous voulez reconstruire, il faut que les architectes de France aient d'autres autorisations. Et ils ne valident pas n'importe quel projet. Sur la place de la Libération, la maison qui fait angle, lorsque vous êtes face, lorsque vous
tourner le dos à la limite, c'est les architectes de bâtiments de France qui ont validé l'aspect architectural. Il y a tous ces critères qui sont pris en compte dans le cahier des charges et qui sera mis à disposition de la commission d'urbanisme. Par contre, à l'avenir, si je peux me permettre, c'est pas une attaque, renseignez-vous au niveau de la commission, on va avoir tous les éléments dans ce sens. Oui, oui, non, mais en fait, je disais ça en introduction, c'était une sorte de boutade. En fait, je voulais juste dire que personnellement, en dehors de la commission, mais on est plusieurs dans ce sens-là. Après, vous n'en faites pas, comme l'a dit M. Pellegrino, les architectes du bâtiment de France veillent. Et on ne va pas s'éterniser parce qu'il est déjà un peu tard. Mais sinon, on a un certain nombre d'exemples où, justement, comment dire? Non, je ne vais rien dire. juste sur le fait que la mairie donc vend ces bâtiments, est-ce que c'est... Alors après, pourquoi on les vend? Parce qu'ils sont inoccupés, que justement, comme vous l'avez dit, on souhaite que la rue elle ait un aspect qui soit tout à fait, et on le voit, que la rue du Fer à Cheval et la rue du Pas-Dessus sont des rues où les maisons ont été particulièrement bien rénovées. Donc on tient à ce que ce soit fait. C'est pas la municipalité qui va le faire parce que de toute façon, le but de ces maisons maintenant est de redevenir des maisons d'habitation, ou à la location, ou par rapport à l'habitat des propriétaires. Donc il est indispensable dans ces cas-là de vendre, parce que c'est normal que la commune vende des biens dont elle n'a plus utilité à partir du moment où ça peut permettre justement d'avoir des belles rénovations, et c'est le cas, en tous les cas, on l'espère là-dessus, puisque vu le nombre de candidats, on peut imaginer que celui qui sera sélectionné, il fera une rénovation qui sera... Même pour la petite maison, la petite 50 000, quand vous regardez, il y a 39 mètres carrés habitables, entre guillemets, c'est un risque, même au niveau de la commune, c'est un coût quand même d'entretien ce genre de choses, et on n'a pas d'utilité. Donc à partir de là, pourquoi garder des biens qui nous coûtent, autant le vendre pour apporter... tout en sachant que c'est on a quand même une structure qui sont les ABF, qui sont très vigilants tous les jours, des dossiers qui connaissent bien ce secteur-là. Qui connaissent extrêmement bien ces anciens. Alors, donc ce qui se met au voie, c'est justement la procédure de vente des biens communaux. Donc, qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. C'est fini pour toi? Alors on va venir sur les différentes délibérations concernant le personnel. Modification de la durée de service d'un emploi non complet. Alors moi le premier, mais je pense que vous pouvez être aussi surpris que l'on passe en conseil municipal une demande d'un agent qui est de baisser son statut, le temps de travail qui est au statut, mais en fait on est obligé de le faire à partir du moment où ça dépasse 10%. C'est ça. Donc du coup voilà. Alors en plus on ne donne pas de nom, donc on va, si vous voulez, passer au vote tout de suite. C'est à la demande bien sûr, c'est à la demande de l'agent bien sûr. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, là, je vais peut-être laisser la parole à... C'est technique pour eux, c'est technique encore. Donc, je vais laisser la parole à Madame Chiarotto parce que je ne saurais pas résumer comme elle va savoir le faire. Parce que vous avez vu qu'il y a quand même plusieurs pages dans la délibération. Je vais donc essayer d'en faire une synthèse. Donc, par délibération du 20 décembre 2017, le conseil municipal avait adopté un nouveau régime indemnitaire qui était issu des nouveaux textes et que l'on appelle aujourd'hui RIFSEP. C'est le régime indemnitaire tenant compte en fait de l'engagement professionnel et de l'expérience professionnelle. Ce RIFSEP, en fait, il était à l'époque, donc il a été mis en place au 1er janvier 2018 au sein des services de Plaisance-du-Touche et il concernait certains cadres d'emploi. Donc certains cadres d'emploi en 2018 étaient exclus.
Aujourd'hui, la réglementation a permis d'actualiser le régime indemnitaire et d'introduire de nouveaux cadres d'emploi qui peuvent être éligibles au RIPSEP. Donc cette nouvelle délibération permet d'actualiser notre régime indemnitaire et d'introduire les cadres d'emploi des ingénieurs, des techniciens territoriaux, des éducateurs de jeunes enfants, ainsi que les cadres d'emploi de la filière médico-sociale, comme les cadres de santé, les puéricultrices, les infirmières territoriales, les auxiliaires de puériculture et auxiliaires de soins. Donc pour chacun des grades et pour chacun des cadres d'emploi, vous avez des montants maximum qui peuvent être alloués en tant que prime mensuelle. Voilà. Donc cette délibération propose d'intégrer ces nouveaux cadres d'emploi. Je vous laisse la parole pour cet après aussi. Vous voulez que je passe? Non, vous préférez? Voilà, mais peut-être qu'il y aura un problème. Donc, pas de questions, pas de remarques. Qui est contre cette actualisation du régime indemnitaire? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Création d'une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi du 29 mars 2020, donc pour faire face à l'épidémie de la Covid-19. Donc d'abord, je rappelle les mesures qui ont été décidées au niveau de la direction de la commune. C'est qu'on maintient le salaire de l'ensemble des personnels de plaisance du touche pendant tout le confinement. Donc le maintien du salaire concerne la part statutaire, mais également tous les compléments qui ont été habituels. La seule chose qui n'est pas maintenue, ce sont bien sûr les heures supplémentaires qui ne peuvent pas être payées si elles ne sont pas effectuées. Mais sinon, tous les personnels ont pu conserver leur salaire, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvaient, que ce soit, et donc en particulier ceux qui devaient se confiner pour des raisons de santé ou pour des raisons de vulnérabilité, ceux qui étaient en garde d'enfants, mais également l'ensemble des personnels. Pendant cette période donc, de confinement, il fallait assurer le service public à un certain niveau, puisqu'il y avait une loi. On a mis en place un plan de continuité du service public, et pour ça, on a fait appel au personnel, aux agents, et j'ai demandé à ce que ce soit fait uniquement sur la base du volontariat. Ça a été une bonne chose, parce qu'effectivement, on a eu beaucoup de volontaires, et que pour assurer le service public, on a même pu faire tourner les gens, donc les gens n'étaient pas obligatoirement en mairie 5 jours sur 7, 5 jours à temps complet, ou en télétravail à temps complet. Donc le but de cette prime n'est pas un manque à gagner ou n'importe, puisque de toute façon tout le monde y a gagné, déjà. Par contre, il est pour récompenser ou pour gratifier des volontaires qui ont eu une activité supérieure à leurs collègues. Et donc, j'en parlerai quand on présentera les critères d'attribution de cette prime. Cette prime, elle a un montant maximum pour nous de 500 €. Bon, après, plus une autre prime, donc qu'on va voter en même temps. Donc, pourquoi 500 €? Parce que on a la possibilité avec la loi de monter jusqu'à 1 000 €. Mais on a été plusieurs, moi, mais pas simplement moi, à trouver indécent que l'on aille jusqu'à 1 000 €, alors que les personnels de santé qui n'étaient pas dans des hôpitaux Covid ne pouvaient pas prétendre à une prime supérieure à 500 €. Donc c'est sur la base de 500 €. 500 €, c'est grosso modo quand on travaille, quand on a travaillé pratiquement à temps plein pendant les 36 jours de confinement. Donc la façon dont on propose d'attribuer cette prime, c'est de dire, d'abord dans un premier article, qui est de dire on va donner une prime à des personnels qui ont travaillé plus que les autres, et donc qui ont travaillé plus que 10 jours sur les 36 jours, sachant que certains jours c'était par demi-journée.
Donc il fallait cumuler 2 demi-journées pour pouvoir travailler, pour pouvoir avoir un jour. Donc à partir du moment où la personne a travaillé 10 jours, elle peut être gratifiée de cette prime. Ensuite, le tarif, je l'ai souhaité, mais je n'étais toujours pas le seul, j'ai souhaité qu'il puisse être, on puisse avoir aussi une prime même quand on était en télétravail, pour une raison toute simple, c'est qu'on s'est rendu compte, au moment de cette période, on s'est rendu compte que certains personnels, certains agents ont télétravaillé, mais ont travaillé au moins autant, voire plus des fois, que ce qu'ils donnaient quand ils venaient à la mairie ou sur leur lieu de travail. Et en l'occurrence, on s'est rendu compte qu'effectivement, mais ça je le savais moi par ailleurs, que le télétravail est aussi un piège pour certains, puisque on s'affranchit au bout d'un moment de tous les horaires, et du coup, c'est pas un problème de ne pas travailler assez, c'est de risquer de travailler beaucoup trop. Et donc, c'était aussi pour récompenser ça. Après, il est clair que le jour en présentiel semblait un peu supérieur au jour en télétravail. Et pour le télétravail, on a mis deux niveaux qui étaient, soit le télétravail a été plus efficace que 50% et jusqu'à 100%. En réalité, il y en a même qui ont fait encore plus. Et donc, ensuite, une autre tranche pour quelqu'un qui était en télétravail, qui était un peu, bon, de toute façon, tout le monde était plus ou moins coincé chez soi, mais qui devait répondre au téléphone, éventuellement répondre à des mails et éventuellement aussi intervenir depuis chez lui, depuis chez elle, pour pouvoir réaliser des tâches. Donc les tarifs proposés, c'est pour un jour en présentiel, c'est 15 €, pour un jour en télétravail, c'est 10 €, et pour un jour en télétravail, donc, pour un jour en télétravail avec une efficience supérieure à 50%, c'est 10 €, et pour un télétravail avec une efficience inférieure à 50%, c'est 5 €. On a demandé au chef de service de trier parmi les différentes personnes quels sont ceux qui, d'après lui, estimaient qu'ils devaient être cotés à 10 € pour le télétravail ou à 5 €. Sachant que de toute façon, il y a eu une comptabilité exacte des jours qui a été faite par le service RH de l'ensemble des personnels pendant ce confinement. Donc à partir d'un tableau sur lequel ils avaient l'ensemble des agents qui sont sous leur responsabilité, ils avaient la possibilité de dire là on est sur du télétravail à 10 € ou à 5 €. Ensuite, donc ça c'est la prime principale, donc qui peut arriver jusqu'à 500 €. La prime secondaire est une prime de risque, et là elle a lieu, c'est-à-dire que maintenant on pourrait se dire bon, on ne sait pas si on en a besoin, il faut se rappeler quand même de l'état dans l'état psychologique dans lequel pouvaient être les agents qui devaient intervenir. Et donc quand ils ont été volontaires pour pouvoir venir en mairie pour aller sur le terrain en ce qui concerne la police municipale, pour aller porter des repas à domicile, etc., il faut se rappeler de l'état psychologique dans lequel pouvaient être ces personnes au moment du début du confinement. Et donc on a voulu récompenser, alors toujours pareil, avec des moyens qui sont quand même relativement pas très importants, puisque cette prime entre guillemets de risque est de 150 € et on l'a limité aux services qui étaient effectivement, qui risquaient d'être en position de risque, c'est-à-dire la police municipale, le CCAS. Le CCAS parce qu'ils intervenaient auprès des personnes âgées, et même ils ont fait un certain nombre d'interventions. Ils ont reçu aussi des gens en mairie, même si ce n'était pas dans les locaux du CCAS. Il y avait un bureau CCAS à la mairie où il y avait une permanence tous les jours avec roulement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le portage des repas à domicile, les crèches, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, une crèche était restée ouverte. L'état civil, donc puisqu'il recevait toutes les personnes pour lesquelles il y avait des papiers d'état civil urgents à faire. Les écoles, donc les écoles parce qu'elles recevaient des personnes qui étaient en première ligne, et donc toutes celles qui ont fait l'accueil du public en mairie ou ailleurs, et toutes celles, puisque ce sont des femmes aussi, qui faisaient l'entretien de la mairie, puisqu'on ne savait pas exactement où était le Covid. Donc ça ne veut pas dire que toutes les personnes de tous ces services vont être gratifiées de la prime, c'est toujours à l'initiative du chef de service en fonction des missions qu'ils ont confiées aux différents agents.
Donc cette prime exceptionnelle, c'est donc d'un montant maximal de 650 € et elle sera versée en une seule fois sur la paie du mois de juillet. Bien sûr, comme l'autorise la loi, elle sera exonérée d'impôts et de revenus de cotisation et de cotisation sociale et de contribution sociale. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions par rapport à ça? Alors je passe au voix. Qui est contre l'attribution de cette prime? Qui s'abstient? À l'unanimité, une abstention, pardon. Alors, non, il n'y a pas de problème. On a épuisé l'ordre du jour. Et bien voilà, donc comme je ne suis pas tout à fait épuisé non plus, et bien on va passer à vos questions. Et en plus, je ne suis pas seul à répondre. Je vous propose de faire comme la dernière fois, de les lire et qu'ensuite on vous donne la réponse, éventuellement préparée par les services, ou sinon la réponse de l'élu en charge. Vous voulez que je les lise? Comme j'ai le micro et que du coup je suis pas besoin de le lire, non? Ah, voilà, ça me donne... Oui, voilà. Donc la première question concerne l'entretien des espaces verts publics et privés du centre-ville. Nous aimerions connaître la politique de la commune concernant l'entretien des espaces verts du centre-ville. Concernant l'entretien des espaces verts publics, quelles techniques et produits utilisez-vous? Nous constatons que les déchets verts sont parfois laissés sur place. Est-ce volontaire? Quels conseils ou consignes donnez-vous aux particuliers et aux entreprises pour entretenir leurs propriétés? Quels produits ou techniques sont interdits ou recommandés en centre-ville? Je laisse la parole à Robert Béala. Qui sait lever? Alors, tout le monde qui parle dans le micro, c'est bien fort. Bonsoir. Je vais répondre un peu dans la maison, c'est plus facile pour nous. Les déchets verts sont parfois laissés sur place, c'est volontaire. Bon, on a constaté tous qu'il y a eu des retards dans les tontes pendant le confinement. Le Covid est passé par là. Progressivement, les futures tontes disparaîtront. C'est-à-dire que les tondeuses vont avaler ce qu'il y a encore par terre, etc. En plus, et ça n'aide pas non plus, à cause du Covid, il est interdit d'utiliser les souffleurs de feuilles ou en attendant, ça permet de constituer des tas et ramasser plus rapidement. Donc un peu de patience là-dessus. Les services sont en forme et puis je peux vous dire qu'ils auront à cœur de revenir dans une situation normale. Alors, la politique au niveau des espaces verts du centre-ville, mais un peu de partout, hein, partout il y a des espaces verts. L'objectif c'est zéro produit phytosanitaire sur les parcelles communales pendant ce mandat. Alors, non, on va bien au-delà déjà. C'est-à-dire que depuis 2012... C'est ce que j'allais dire. Ah bon, bah alors, parce que là, tu dis c'est l'objectif du mandat. C'est pas vrai, c'est que depuis... mandat, mais ça va le maintenir. Et là, je reviens en arrière, donc. La commune de Plaisance a fait réaliser en septembre 2012 un plan de désherbage communal réalisé par l'organisme FREDEC, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Fredo. Ce plan de désherbage nous a permis depuis le printemps 2012 de ne plus utiliser les produits phytosanitaires dans les espaces verts communaux et dans les fossés. Sur le territoire, nous désherbons manuellement ou pour couper les herbes sur les trottoirs avec un rotophile ou encore avec un décapeur thermique à gaz. Mais nous utilisons aussi des produits biocides comme l'acide perlagonique, qui est un désherbant bio,
à base de molécules organiques, enfin je peux le développer, mais vous le connaissez, sécrété par le géranium. On a aussi des méthodes alternatives par le biais de paillage, la pose de bâches ou de plantes couvre-sol. C'est bon. Oui, Selon les critères mentionnés dans la plaquette Fredon, Plaisance c'est au niveau 3. Alors je rappelle qu'il y a niveau 1 avec les phytos, niveau 2, niveau 3. Et après, bon, je reviens là-dessus. Elle est au niveau 3 pour les espaces verts et les fossés. C'est-à-dire sans phytos. En ce qui concerne les 3 cimetières, là il y a encore des progrès à faire, puisque nous utilisons 2 phytos, le Clean Park L et le Pack Cleaver Classique 3. Pour limiter les intrants chimiques dans le sol du cimetière, alors c'est le cimetière des Landes, 3 allées ont été ensemencées d'un gazon ras spécifique qui ne nécessite qu'une tonte par an. Il est résistant à la sécheresse et a un pouvoir couvrant très important, limitant de fait la propagation d'herbes spontanées. Dans ce cimetière, et dès octobre 2020, 3 allées supplémentaires seront engazonnées à l'identique. À ce jour, 15% des allées sont ensemencées, donc avec le gazon Pro Nature ou Béret ou encore mélange enherbement Paris. C'est en fait les fournisseurs principaux des espaces verts. Le support du plan de désherbage FREDEC, nous permettra d'affiner nos actions et atteindre le niveau 3 sans produits phyto, une fois qu'on aura compensé dans les cimetières. Dans les parcelles agricoles, nous engagerons avec les agriculteurs à diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires. Tout ça pour un jour rêver à l'objectif Terre saine qui sera accessible lorsque sur la commune il n'y aura plus du tout d'utilisation de phyto. On n'y est pas encore. Quels conseils ou consignes donnez-vous dans cette question-là? Par le biais de réunions publiques, alors là on est sur les mois qui viennent, par le biais des réunions publiques, des diffusions à travers nos moyens de communication, les plaisançois seront invités à composter, à tondre avec de mulching, tout ça pour évidemment diminuer très fortement le volume des déchets verts. Il n'y a pas de même pour les tailles de haies, avec le broyage, tout ça, mais ça c'est l'objet de notre travail qui va démarrer, sous l'impulsion de notre adjoint à l'environnement. CCST. Voilà. Et sous l'impulsion de la CCST aussi. Et aussi, oui. J'aurais une question à poser justement au niveau phytosanitaire. On est très bien. Il y a la charte qui s'appelle Objectif Zéro Phyto. Pourquoi la commune n'adhère pas à cette charte et ne fait pas les démarches pour adhérer à cette charte et faire partie des communes qui vont dans ce sens de Fredon, justement, regroupe. Oui. Et il y a une charte, et il y a une demande, il y a une action à faire, et justement c'est avant le 1er août, pour une démarche simple en ligne, pour demander à adhérer à cette charte. Et je pense que... Je demandais au service de ce qu'on appelle l'objectif phyto, ça a été Voilà, c'est l'association Copico, et on travaille avec les services pendant qu'on peut faire. On y est dessus, c'est parfait. et on s'est réunis. Très bien, merci. Merci beaucoup, M. Bellavaille. Notre deuxième question concerne les travaux qui sont en cours entre le chemin de la Béguerre et la route de la Masquère.
sur un champ, je vais dire plutôt d'improviser. Pouvez-vous nous expliquer la finalité des travaux relatifs semble-t-il à des conduites de gaz naturelles réalisées entre le chemin de la Béguerre et la route de la Masquère, les champs traversés en zone rurale, en zone agricole, qu'en est-il de leur remise en état et de leur exploitation agricole future? Alors, je laisse la parole à Joseph Pellegrino. Donc aujourd'hui, déjà, c'est traversé par une canalisation de gaz. Une canalisation de gaz qui vient de Pivrac, qui va jusqu'à Roque et qui traverse Plaisance au niveau de la Grande Borde. Il se trouve que cette canalisation de gaz, au niveau du touche, a un défaut de couverture. C'est-à-dire que cette canalisation de gaz, elle est très proche du fil d'eau du touche. Donc ça, c'est un problème parce qu'il peut y avoir un risque. Donc il a été décidé de dévier cette canalisation. Il a été donc décidé de dévier cette canalisation par forage dirigé et passer donc cette nouvelle canalisation à 3,50 m, donc à dessous du fil d'eau du touche. Alors, effectivement, donc la Grande Borde, ce sont des terres agricoles qui appartiennent à la commune, mais donc la société d'Irega qui est en charge de ces travaux, lorsqu'elle aura terminé, a pris l'engagement de remettre à l'État les terres telles qu'elle les avait retrouvées. Une convention qui a été signée entre la commune et l'entreprise, et également même une convention qui a été signée entre l'entreprise Irega et la Bréa. Alors, cette canalisation, juste pour rentrer un petit peu dans la technique, donc il a fallu couper cette. Aujourd'hui, les travaux, vous avez vu, on a refait donc une canalisation. Vous avez vu, le tube, il fait 208 mètres. Alors pourquoi il fait 208 mètres? Parce qu'il va falloir. La canalisation actuelle aujourd'hui se trouve environ à 1 mètre sous terre. Donc là, il a fallu faire cette canalisation aussi longue. Pourquoi? Parce que le tube, c'est la ferraille, et il faut quand même jouer sur l'élasticité, puisque le tube va plonger, il va venir reprendre la canalisation actuelle à 1 mètre, il va plonger progressivement, passer sous le touche, à 3,50 m dessous du fil d'eau. Et si vous voyez un petit peu au niveau du touche, au niveau de ce passage-là, on doit être pratiquement à une dizaine de mètres par rapport au terrain naturel. Donc ça veut dire qu'il faut plonger très profond pour remonter progressivement et aller reprendre la canalisation actuelle. Et donc c'est en travaillant sur la longueur et l'élasticité de ce tube qui vont pouvoir réaliser cette liaison. Et là, donc elle sera décalée par rapport à la canalisation actuelle, parce qu'ils ne peuvent pas la reprendre exactement. Et la canalisation actuelle sera rendue ensuite inerte et elle sera laissée sur place. Elle ne sera pas levée. Elle ne sera pas levée parce que ça poserait des problèmes autour du touche. Mais elle sera rendue inerte, il n'y a aucun problème. Et ensuite, donc, tout ce qui est terre, tout ce qui est environnement sera remis à l'IADI. Donc en fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'on a des canalisations de gaz qui passent sous les champs, partout en fait. Il y a des panneaux quand même. Hein. Comment? Il y a des panneaux. Il y a des panneaux, il y en a partout. Vous voyez, ce sont des panneaux jaunes, vous voyez régulièrement. Cette canalisation, justement, elle vient de Pivrac, les Guebeins, elle passe par Plaisance, elle va à Roque, celle-là elle termine à Roque. Il y a la distribution qui se fait à partir de là. Et là, ce sont des petites canalisations, hein, c'est ce qu'on appelle des 300. Ce sont des canalisations uniquement de distribution, pas des canalisations de stockage. D'accord, ok. Et on sait quand ça terminera? Alors là aujourd'hui, donc les essais parce qu'ils ont assemblé dans les 208 mètres de canalisation, les essais de pressurisation sont terminés. Donc là maintenant ça a fonctionné, donc ils ont soudé ce qu'ils appellent la fusée, c'est-à-dire qu'ils ont soudé un embout au niveau du tube pour venir tirer la canalisation parce que c'est par traction. Et ça ils attendaient le tunnelier
qui était sur un autre chantier, et quand le chantier sera terminé, ben, ils devraient arriver à Plaisance, ils vont attaquer. Là, ils sont prêts, parce qu'ils ont commencé les amorces, du côté du touche. Ils ont attaqué les amorces de plongée et de remontée. Donc là, dès que le tunnelier sera là, ben, ils commenceront le forage. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vais interrompre là, juste un seul moment, parce que j'ai deux annonces à faire et que, comme je vois qu'il y a déjà des conseillers municipaux qui s'en vont. D'abord, pour rappeler le conseil municipal de ce vendredi, donc ici, à 18h, vendredi 10, c'est un conseil municipal qui nous est imposé, qui ne peut pas avoir lieu un autre jour. C'est une délibération qu'on ne pouvait pas prendre aujourd'hui. On doit la prendre qu'absolument le 10. Et si on n'a pas le quorum pour la prendre le 10, on aura le conseil municipal le 14 juillet. Ce n'est pas pour rigoler, c'est écrit par la préfecture, enfin, même pas, c'est le décret qui a donné les deux dates, le 10 et le 14. Donc c'est un conseil municipal qui ne durera pas trop longtemps, puisque on ne fera que élire une liste de suppléants pour le corps électoral des sénatoriales. On ne fera que ça, puisqu'on avait la possibilité d'ajouter des délibérations, mais on ne le fera pas à Plaisance. Donc ça veut dire qu'on fera ça. Je crois que c'est un bulletin secret. Ouais. C'est un bulletin secret. Et je ne sais pas si on pourra déroger en tous les cas donc, de cette règle. Donc voilà, on va se réunir à 18h vendredi. Venez, parce que si on n'a pas le quorum, eh ben, on reviendra le 14 juillet. Et je peux vous dire que si on n'a toujours pas le 14 juillet, là, il y a des punitions encore plus graves. Hein. Je ne sais pas si c'est du fouet ou quoi. Et ensuite, on n'a qu'une seule procuration par conseiller municipal présent. La deuxième annonce, c'est par rapport à la CCST. Donc Je peux faire une remarque par rapport à cette élection. C'est l'élection qui aura donc lieu le 27 septembre, le dimanche 27 septembre, pour élire les sénateurs. C'est la seule élection en France qui soit obligatoire. Donc si vous ne voulez pas voter, les conseillers, c'est une amende de 100 €. Et après, c'est pareil, il y a des coups de fouet au bout d'un certain nombre de fois. Enfin, vous savez, c'est comme le lac, là, pour les petits morceaux de pain qu'on a laissés dans la fondue. Donc ensuite, la deuxième annonce, c'était par rapport à la réunion du conseil communautaire de la CCST de jeudi, qui ne peut pas se tenir pour des raisons de l'émission en l'occurrence de monsieur Demersman, qui fait que donc on a quand même monsieur Vandy qui le remplace, mais manque de bol encore une fois, il le remplace trop tard, puisque il n'aurait pas pu voter, donc comme il ne pouvait pas voter, le conseil communautaire n'était pas au complet avec les 41 membres, donc prêts à être installés. Donc du coup on est obligé de le reporter, et on le reporte. Alors contrairement aux appels téléphoniques que j'ai passés une bonne partie de l'après-midi, j'ai fait un sondage pour savoir entre samedi et mercredi, et ça sera jeudi. Parce que samedi c'était trop court, pareil pour les convocations. Donc jeudi il y avait vraiment pas beaucoup de monde parce que c'était dans l'après-midi, donc du coup on propose de le reporter au jeudi 16 à 18h ici, parce qu'à 18h on se dit qu'il y aura plus de monde, et en particulier c'était Plaisance citoyenne qui n'aurait pas pu participer du tout, puisque si j'ai bien compris ce que m'a dit Pascal Barbier, c'est qu'il n'y aurait eu personne, et ça personnellement je ne l'aurais pas accepté, donc j'ai appelé le DGS de la CCST en lui demandant de repousser, et de le repousser à jeudi 16 juillet à 18h ici. Exactement, il y aura le même ordre du jour, mais on va vous renvoyer une convocation avec les mêmes documents, mais voilà, donc il y aura... Vous aurez un mail exactement le même que le précédent, c'est-à-dire qu'avec une autre date, et donc vous direz que vous êtes présent, et ensuite vous pourrez recharger les documents, sachant qu'a priori c'est les mêmes, il n'y a que la convocation qui changera, puisque ce ne sera pas la même date. Voilà, j'ai fini mes deux annonces.
Donc on reprend les questions diverses. Ok, donc une question qui concerne également le chemin de la Béguerre. Un pépiniériste s'installe actuellement à mi-parcours du chemin de la Béguerre sur 120 mètres carrés. Comment envisagez-vous de gérer les flux de circulation sur le chemin, en plus des activités déjà existantes, celle de la ferme de la Béguerre, celle de l'horticulteur qui est à proximité? Comment seront assurées la cohabitation et la sécurité des riverains, des piétons, des cyclistes, des voitures, des camions qui vont être amenés à fréquenter cette voie étroite dont les bas-côtés ne sont pas stabilisés et ne sont pas aménagés? Alors, malgré le fait que les GPS indiquent le chemin de la Béguerre comme étant un chouette raccourci aussi bien pour la route de la Masquère que pour la 632, non, surtout sur la route de la Masquère, pardon, c'est vraiment un chemin qui passe à travers champs. On est autour de zones agricoles et inondables. Les seuls riverains qu'il y a, c'est des riverains qui ont pu avoir leur maison il y a très très longtemps, plus des agriculteurs. Et donc les agriculteurs ne peuvent avoir, en fonction de leur... La loi a été très 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 durcie là-dessus, et on l'appliquera de façon très très dure aussi. Parce que pour éviter qu'on ait un nombre d'habitations qui deviennent importants sur la Béguerre, puisque c'est quand même une zone agricole et naturelle, et pour laquelle il est indispensable d'avoir le moins de riverains possible. Après, effectivement, il y a des gens qui l'empruntent en voiture, et puis souvent à cause des GPS. Il y a aussi des piétons, des cyclistes, donc ça c'est plutôt la semaine. Et ensuite, par rapport à cette activité, alors d'abord, sachez que nous, on est favorable à toute installation supplémentaire d'agriculteurs, pas des pépiniéristes qui font croire qu'ils vont être pépiniéristes et qui construisent une maison et qui ensuite vendent toute la zone agricole, comme c'est le cas. Je ne dis rien là-dessus, mais je peux vous dire que c'est un sujet qui n'est pas clos. Donc là, on a eu déjà plusieurs demandes de logement, et c'est des demandes qui, pour l'instant, on refuse complètement. Et on le refuse non pas tout simplement tout seul, mais avec les avis de la DDT, puisqu'on avait un certain nombre de choses. Donc, par rapport à ce chemin de la Béguerre, donc il y a actuellement un hangar qui est en train de se construire, et puis peut-être une habitation plus tard, mais en tous les cas, il n'y a pas encore de permis de construire habitation qui a été accepté. Mais on peut imaginer que pour ce pépiniériste-là, il est effectivement besoin d'avoir son habitation, il rentre dans les critères pour pouvoir avoir son habitation à proximité. Il faut savoir quand même que ce pépiniériste est un spécialiste du greffage du pied de vigne et qui ne travaille pratiquement qu'à l'export. C'est le numéro 1 européen, je ne sais pas combien il y a de numéros, mais en tous les cas, ils ne sont pas très nombreux. Et donc, c'est le numéro 1 européen du greffage de ces pieds de vigne, et il envoie des pieds de vigne dans tout le monde entier. Donc, on peut imaginer que le trafic camion, il y en aura, bien sûr, pour les emmener, mais que c'est des lots importants et ce n'est pas des petits camions qui vont venir régulièrement, comme pour un pépiniériste qui vendrait au grand public. Donc, on peut imaginer que le flux induit par ce pépiniériste-là ne soit pas dément et ne mette pas trop en danger, et ne rende pas le site de la Béguerre complètement impossible. Sachant que, je vous répète, on est quand même pour l'installation des agriculteurs. On a un certain nombre d'hectares que l'on donnera à travailler à des agriculteurs, et comme on l'a dit, pendant la campagne, on les donnera avec des conditions, et en particulier de ne pas utiliser ou d'utiliser le moins possible les produits phytosanitaires. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à tout. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que on est plutôt content d'avoir des agriculteurs sur cette zone-là qui est agricole, et ensuite on est assez serein par rapport au flux supplémentaire, sachant que le flux le plus important, c'est celui que j'ai déjà indiqué, c'est celui d'automobilistes qui passent pour éviter la route de la Masquère. On a aussi des automobilistes qui vont à la ferme de la Béguerre et qui vont la ferme de la Béguerre. Oui, sachant que si on veut aller à la ferme de la Béguerre, le plus simple c'est quand même de prendre la route de la Masquère et ensuite tourner, et donc d'éviter de prendre le chemin de la Béguerre. Si vous êtes
parmi ces personnes-là, je vous supplie, alors c'est pas supplier, non, je vous demande, je vous propose voilà, de faire ça, cet itinéraire, et d'éviter justement le site de la Béguerre qui, je pense, est quand même beaucoup plus propice à l'utilisation du vélo et de la marche à pied que du passage en voiture. Donc pour aller à la ferme de la Béguerre, pour une voiture, je ne suis pas persuadé que ce soit un grand détour de passer par le chemin de la Masquère, puis ensuite de traverser le pont et d'arriver à la ferme de la Béguerre, plutôt que de prendre le chemin de la Béguerre depuis le Carrefour des Martinets jusqu'au fond. D'abord, vous économiserez vos amortisseurs, puisque vous avez remarqué qu'on a mis régulièrement des dodanes qu'on n'a pas l'intention du tout, soit de rabaisser, soit de supprimer, parce qu'on veut absolument limiter ce trafic routier. Du coup, à propos du pépiniériste, est-ce qu'il va cultiver également ou ça sera juste... il fait oui, obligatoirement, il cultive un peu pour pouvoir faire des greffes de pieds de vigne. Il ne fait exclusivement que ça, hein, c'est ça le jour, ouais. Il ne fait que des greffes, il ne fait que comment dire, commercialiser des pieds de vigne greffés. Voilà. D'accord. Donc ce que ma demande c'était est-ce qu'il va cultiver des pieds de vigne à côté de son entrepôt? Il y a des chances, ou alors c'est dans l'entrepôt. Je sais pas comment on fait les pieds de vigne. Moi je sais pas si c'est sous serre ou je sais pas. Je sais pas, ça peut être juste un entrepôt de. Mais il a quand même un peu de terrain. Il a un peu de terre, quand même, un peu de terrain quand même. D'accord. Mais donc, après, la technique de comment ça pousse et comment ça... Je ne suis pas capable de vous répondre là. Oui, on plante des lignes et puis voilà. Voilà, mais je sais pas. Non, mais c'est pour savoir si ça va être planté ici. Ok. On verra donc. Une toute petite question concernant les jardins potagers, de l'impact des colombes. Question qui nous est venue de personnes de plaisance qui nous ont signalé que le local délaissé du point d'eau des jardins avait été fermé par cadenas, ce qui rendait l'utilisation des jardins compliquée pour leurs locataires. Alors on comprend bien que c'est en période de Covid et on aimerait savoir quand ce sera ouvert. On va donner l'ordre, ça c'est la délégation à M. Gérard, oui, Delpech. Donc quand M. Gérard Delpech décidera de donner l'ordre, non, c'est pas M. Gérard Delpech, c'est la responsable du jardin. Ah mince, alors c'est le CCAS. Donc c'est le CCAS. Mais je pense que on va peut-être lui demander, au CCAS, donc à Madame Anita Perreux, de pouvoir faire passer ce message. On va libérer les toilettes. Hein. Libérons les toilettes. Hein. Une cinquième question concernant le bilan social 2019. Vous aviez dit lors du dernier conseil municipal que vous communiqueriez le bilan social 2019. Donc la question c'est est-ce que vous pouvez nous transmettre? Alors dès qu'on peut, c'est-à-dire qu'il vient juste de passer un CT, il faut qu'on l'envoie, je ne sais plus à quel organisme, à la DGCL, je ne sais même pas ce que ça veut dire, Direction Générale des Collectivités Locales. Et donc une fois qu'on l'a envoyé à la DGCL, on vous l'enverra à vous, ou peut-être en même temps. Et de façon électronique, parce que c'est quand même un petit pavé comme ça, donc on l'enverra voilà. Ok, la dernière question, c'est une question d'organisation, question de fonctionnement. On voulait savoir s'il était possible à l'avenir je ne sais pas comment vous allez fonctionner, mais de prévoir les dates des commissions un petit peu à l'avance pour qu'on puisse s'organiser. Peut-être convoquer, on travaille tous, donc c'est des fois compliqué, presque tous. Il y en a qui se dans la presse bientôt. Et recevoir aussi les documents concernant ces commissions systématiquement. Voilà, d'une part. D'autre part, on voulait savoir, on vous a dit au premier conseil municipal que notre interlocuteur à la mairie était votre collaborateur de cabinet, mais quand on envoie des mails, on n'a pas de réponse et on a même eu pendant un temps une réponse disant qu'il était absent jusqu'au 10 septembre. Donc on voulait savoir quel était notre interlocuteur, si on a des questions à poser. C'est le même parce que vous avez la réponse automatique, mais le mail est quand même lu, et donc il est traité par la direction, même s'il n'est pas là. Et la réponse automatique est la bonne. D'accord. Donc quelqu'un lit quand même et
Pardon? Quelqu'un lit quand même nos mails et Oui, tout nous à fait. répond. Oui. Mais je sais pas où vous l'aviez envoyé celui-là, mais Nous répond pas. il y a des champs. Ah non, vous l'aviez envoyé à Madame Brooks, pardon. Ah, on met souvent plusieurs adresses mail. Dans les, Non, je dis des bêtises parce que Non, j'ai non. pas le mail. Non, c'est pas le vôtre que j'ai, c'est un mail interne. Mais non, il n'y a pas de problème au niveau le cabinet. L'adresse mail cabinet est effectivement lue, donc il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Ensuite, par rapport aux commissions, effectivement, c'est un souci pour tout le monde. Et donc, on va essayer d'organiser, si on peut, encore mieux, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir un planning qui soit centralisé pour qu'on ait toutes les commissions et qu'on essaye de ne pas faire se télescoper des commissions dans lesquelles vous ou d'autres personnes pourraient être élus et pour lesquelles les deux commissions se passent en même temps. Donc, alors tout ça, c'est en train de se mettre en place. Vous avez compris que la direction n'est pas complètement entièrement installée actuellement et qu'il y a des difficultés. Donc à partir du mois de septembre, on mettra tout ça en place. Et on essaiera de prévoir un peu à l'avance. Il y a deux choses sur lesquelles ça sera un peu compliqué vis-à-vis des commissions. C'est effectivement de pouvoir prévoir toutes les commissions très en amont. Ça ne sera pas toujours le cas parce qu'il arrive assez souvent qu'on soit obligé de réunir une commission et en particulier, voilà, Mme Brooks me souffle la commission achat. C'est très compliqué de la prévoir à l'avance puisque ça dépend des dossiers. Et ensuite, l'autre point sur lequel c'est un peu compliqué, c'est recevoir les documents des commissions en amont. Ça, c'est un petit peu compliqué parce que on n'a pas toujours des documents et les documents sont présentés pendant les commissions. Voilà. Mais on est tout à fait à l'écoute de toutes les améliorations et on est aussi handicapé au niveau des élus majoritaires que vous par rapport au planning des commissions, des réunions en tout genre, puisqu'on aura aussi les commissions des organismes extérieurs, etc. On a épuisé, je ne sais pas si on l'est, mais... Oui, on a... Et donc, on a épuisé les questions, je vous remercie beaucoup pour ces réponses. Merci beaucoup. Et donc, je peux lever la séance du conseil municipal du 7 juillet 2020.